Cette semaine, dans The Thinking Muslim, nous avons une interview franche avec Noor Izzah Anwar, présidente du principal parti en Malaisie, fille du Premier ministre et femme politique de longue date. Nous discutons ouvertement du sort de l'ordre mondial après Gaza. Parce que nous vivons dans une construction post-coloniale. On parle à nouveau des valeurs asiatiques. Mark Carney, la semaine dernière, le Premier ministre du Canada, a prononcé un discours à Davos et il a déclaré qu'il y a une rupture dans la politique internationale. Jared Kushner, comme s'il annonçait cette Riviera, et je n'arrive pas à imaginer devoir gérer l'ICE si je vivais en Amérique. La différence entre le traitement de l'Ukraine et bien sûr de la Palestine. Comprenez qu'il y a plus que ce que l'on voit. On nous raconte pas nos propres histoires. Le soi-disant Conseil de la paix n'est pas vraiment une initiative de paix, conçue pour légitimer la dépossession, commercialiser la destruction. L'Union européenne est restée silencieuse. La charia, c'est avant tout la justice, la miséricorde, la sagesse et l'intérêt public. Et c'est vraiment un plaisir de vous avoir avec nous sur Thinking Muslim. Alhamdulillah, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un honneur en fait. Et j'espère que nous pourrons apporter quelque chose aux autres conversations passionnantes que le podcast propose. Alors, alhamdulillah, non, je pense qu'aujourd'hui, la conversation va être très intéressante en fait. Je vois, vous êtes un homme politique de premier plan en Malaisie et subhanallah, à bien des égards, de nombreuses femmes musulmanes à travers le monde vous considèrent, vous et d'autres femmes politiques musulmanes, comme des modèles, des femmes aspirant à la politique et qui ont un ancrage très solide dans l'islam. Et j'aimerais explorer cela au fil de notre discussion aujourd'hui. Je veux parler de la Malaisie et de sa place dans le monde, en Asie du Sud-Est, dans sa région, mais aussi ce que beaucoup de commentateurs appellent une renaissance des valeurs asiatiques, ce que cela signifie réellement et comment cela se relie à ce que nous comprenons comme étant des valeurs islamiques. Mais peut-être pourrions-nous commencer par quelque chose de très contemporain. La semaine dernière, Mark Carney, Premier ministre du Canada, a prononcé un discours à Davos et il a déclaré qu'il y avait une rupture dans la politique internationale. Et bien sûr, il citait l'échec de la coordination avec les États-Unis et l'administration Trump comme l'une des raisons pour lesquelles, selon lui, l'ordre mondial libéral occidental est en train de se fissurer, de décliner. Depuis votre point de vue en Malaisie, avec les tensions qui existent bien sûr entre la Chine et l'Amérique, ainsi que la montée de l'Orient en tant que phénomène, en tant que puissance économique, comment observez-vous ou évaluez-vous la déclaration faite par Mark Carney ? Je pense qu'il y a 3 points que nous pouvons aborder. Le premier, bien sûr, même si c'est encourageant, c'est aussi très important de voir ce qui va se passer ensuite. Et la cohérence entre, d'une part, les valeurs que nous prônons et d'autre part, les actions que nous menons réellement. C'est vraiment crucial et important parce que dans le même lieu, on voit quelqu'un comme Jared Kushner annoncer cette Riviera sur les restes squelettiques d'un génocide en cours infligé aux survivants palestiniens. Donc, bien entendu, il est absolument primordial de veiller avec soin à ce que cet appel à l'action puisse être soutenu par l'appui d'autres nations, en particulier par la grande majorité des pays à l'échelle mondiale. Mais il faut aussi qu'il se reflète concrètement dans la manière dont nous élaborons et mettons en œuvre nos politiques économiques, ainsi que dans la façon dont nous résistons aux tarifs punitifs. De plus, cela doit se traduire dans la façon dont nous nous exprimons et dont nous protégeons les vies humaines. Cela doit rester vrai en toutes circonstances, peu importe la couleur de leur peau, même s'ils sont de couleur blanche, ou brune ou noire. Voilà donc le premier point. C'est donc encourageant, mais je pense qu'il faut aller plus loin. Et le deuxième point, c'est le fait que le monde est vraiment parti en vrille. On voit que le cadre international de la loi et de l'ordre, même le principe fondamental de l'état de droit, n'est pas seulement en train d'être détruit. Mais je pense que ce qui est pire, c'est que Reality Check met en lumière le fait que l'ONU et le Conseil de sécurité valident désormais le Conseil de la paix.
Donc pour moi, cela représente un danger imminent, non seulement pour les Palestiniens, mais en réalité, vous savez, après, ce sera le Groenland. Et puis, où cela s'arrêtera-t-il, n'est-ce pas ? Donc, troisièmement, sachant cette réalité brutale, que faisons-nous en tant que musulmans ? Et je ne parle pas seulement des gouvernements, parce que si vous comptez uniquement sur cet acteur clé, il ne se passera pas grand-chose. Alors, comment pouvons-nous, en tant que membres de l'Oumma, trouver des espaces pour créer des synergies, non seulement avec ceux qui défendent des politiques plus progressistes, ceux qui sont de gauche, ceux qui viennent. Je veux dire, est-ce qu'on crée même des réseaux concrets entre la Malaisie et l'Afrique du Sud, ou même l'Irlande d'ailleurs. Pour moi, les possibilités sont infinies. Pour l'Asie du Sud-Est, en tant que nation qui ont survécu non seulement à un génocide, le Cambodge a vu un quart de sa population décimée, mais aussi à la colonisation, que ce soit l'Indonésie, la Malaisie. Il est absolument primordial et crucial pour nous tous de saisir pleinement toute la mesure de ces réalités complexes. Mais il est surtout nécessaire de mettre en place une planification stratégique rigoureuse afin de s'assurer que l'avenir ne demeure pas simplement figé dans son état actuel. Aussi sombre qu'il l'est aujourd'hui ? Récemment, j'ai rencontré un spectateur qui m'a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué. The Thinking Muslim ne s'est pas contenté de l'informer, cela a fondamentalement changé sa vision du monde. Et ce n'était pas un cas isolé. Un leader du convoi mondial Soumoud a expliqué qu'un de nos épisodes l'a fait passer d'un simple spectateur à une action significative. Un jeune homme du Soudan a partagé qu'il avait appris l'anglais en écoutant l'émission et qu'il est maintenant inspiré à servir l'Oumma. Des madrasas ont intégré le podcast dans leur programme universitaire. Dès le premier jour, The Thinking Muslim n'a jamais eu vocation à être juste un podcast de plus. Il a été fondé sur la conviction simple que notre Oumma mérite des médias ancrés dans la foi, la justice et le sérieux intellectuel. Des médias qui renforcent l'iman tout en affrontant le monde avec honnêteté et courage. Nous doublons désormais notre contenu dans plusieurs langues. Nous avons lancé de nouvelles collaborations, dont un programme avec l'imam Tom Fekini et une émission axée sur la jeunesse pour la prochaine génération. Et en emmenant The Thinking Muslim sur la route, j'ai pu constater de mes propres yeux la soif de notre Oumma pour du contenu de fond, de la profondeur et un leadership fondé sur des principes. Ce qui arrive ensuite est encore plus ambitieux. Une émission historique racontée avec du sens pour aujourd'hui. Une série sur des figures transformatrices, une sira politique et du contenu spécialement conçu pour les enfants. La vision seule ne suffit pas. Pour construire des studios, former des présentateurs et créer des médias professionnels capables de rivaliser avec les meilleurs, nous avons besoin d'un soutien durable de la part de ceux qui croient que ce travail est important. Rejoignez-nous dès aujourd'hui. Devenez membre sur thinkingmuslim.com/membership et aidez-nous à construire ce que notre communauté mérite vraiment. Vous mentionnez Gaza et bien sûr ce qui s'est passé après le 7 octobre. Les 2 dernières années et demie ont été épouvantables, bouleversantes pour beaucoup d'entre nous à travers le monde. Et il faut le reconnaître, les Malaisiens et les Malaisiennes ont été à l'avant-garde pour dénoncer le génocide. Et c'est vraiment remarquable à voir d'un point de vue musulman. Je veux dire, quel a été l'impact de Gaza ? Comment ce moment de génocide, ce génocide diffusé en direct, a-t-il influencé votre réflexion, celle des politiciens en Malaisie pour l'avenir ? Surtout lorsqu'on pense aux relations avec les auteurs ou ceux qui ont cautionné ou gardé le silence. L'Union européenne me vient à l'esprit, qui est restée silencieuse face à ces atrocités. Vous savez, quand les gens mentionnent la date du 7 octobre, je me rappelle toujours que, vous savez, l'histoire n'a pas commencé ce jour-là. Oui. Il y a des décennies d'histoires documentées, confirmées, basées sur des preuves, concernant une occupation qui se poursuit. La promesse, la destruction totale de la dignité humaine. Et vous savez, même l'ancien président américain Jimmy Carter a qualifié cela, l'a comparé à une prison à ciel ouvert. Donc je pense qu'il faut aussi tenir bon en réaffirmant cette vérité, parce que nous vivons dans une construction post-coloniale.
Oui, que ce soit le système économique, que ce soit les systèmes politiques, tout est régi par ce que veut l'Occident. Et à cause de cela, c'est un défi encore plus grand, n'est-ce pas? Pour nous, c'est difficile de résister ou de s'élever au-dessus de tout ça. Maintenant, je pense que pour la Malaisie, alhamdulillah, historiquement, peu importe nos clivages politiques, nous avons soutenu le mouvement ou la cause palestinienne. Et je pense qu'il est aussi important de l'envisager de manière plus globale. Comment aider? Comment soutenir non seulement par la politique étrangère, mais aussi avec les réfugiés qui sont les plus proches de vous? Nous savons tous que la plupart des pays d'Asie du Sud-Est ont encore beaucoup de chemin à faire pour progresser sur ce point. Et je pense qu'un autre aspect, bien sûr, pour la Malaisie, comme pour beaucoup d'autres pays d'Asie du Sud-Est, c'est que nous dépendons énormément du commerce. Et ça nous place dans une situation de vulnérabilité. Parce que, bien sûr, quand on parle de maslaha, il y a des risques associés à chaque action entreprise. C'est pour ça, je pense que cela doit s'inscrire dans une stratégie à plus long terme. Si l'on parle de la situation actuelle, alhamdoulilah, les gens ont les yeux plus ouverts, ils voient la vérité telle qu'elle est. Et l'hypocrisie pure et simple. Et concernant ce qui se déchaîne à Gaza, pour moi, c'est très révélateur de ce qui nous attend ailleurs si nous n'avons pas le courage de riposter. Et je suis parfois un peu choquée, car il y a tellement de personnes qui les encouragent, pour parler franchement. Et parfois, je pense que c'est là notre défi. Que ce soit à travers nos conversations, notre engagement ou nos choix quotidiens, il s'agit de montrer qu'il y a toujours une alternative. Qu'il s'agisse de choisir la soumission ou de lutter pour la souveraineté. Aujourd'hui, le Cambodge et l'Indonésie ont fait leur choix. J'espère qu'ils pourront le changer. J'ai beaucoup de respect. Pour le Cambodge, peu de gens savent qu'il y avait une puissance civilisationnelle qui a donné naissance à Angkor Wat, n'est-ce pas? C'est une décision de rejoindre la paix aux frontières. Oui. Oui, désolé. Oui, c'est bon, c'est bon. C'est juste que, vous savez, c'est une évolution très préoccupante. Pas tellement pour nous, bien sûr, mais je pense que c'est surtout pour leur propre survie et leur capacité à déterminer leur avenir. C'est pourquoi nous ne pouvons pas cesser de convaincre, de dialoguer, d'essayer d'influencer. Parce qu'au bout du compte, c'est ainsi que notre prophète, le Nabi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a propagé la foi, n'est-ce pas? Donc, je pense que l'islam sert de repère, du moins pour ma capacité à donner du sens au pillage en cours et à comprendre cela. Comment canaliser notre indignation? Ma frustration vers une action plus coordonnée, concrète et stratégique. Oui. Est-ce que je peux juste préciser le défi avec le Conseil de la paix? Pourquoi trouvez-vous cela si problématique? Car certains affirment, et c'est peut-être l'argument du Cambodge et de l'Indonésie, qu'il vaut parfois mieux être à la table des négociations que d'en être éloigné. Je veux dire, quelles sont vos intentions? Comment évaluez-vous les intentions du Conseil de la paix? Donc, il y a un groupe informel de nos représentants en Malaisie, représentés par moi-même en tant que responsable de Polity, le think tank, le réseau du tiers-monde, et il y en a quelques autres, de la part des parlementaires asiatiques des droits de l'homme, Charles Santiago. Et nous avons essentiellement publié un communiqué. En fait, je l'annonce d'abord sur le podcast. Ce soi-disant Conseil de la paix n'est pas vraiment une initiative pour la paix. Je pense qu'il est important de comprendre cela. C'est une concentration permanente du pouvoir conçue pour légitimer, déposséder, commercialiser, détruire et transformer de graves violations du droit international en un projet de développement immobilier de marque. Donc cela affaiblit aussi, bien sûr, les Nations Unies, n'est-ce pas? D'une certaine manière, est-ce désormais un simple tampon pour des décisions déjà prises par un président des États-Unis? Donc, en se nommant lui-même président à vie et en s'octroyant le pouvoir de choisir son propre successeur, il s'agit d'un organe auto-perpétué dépourvu de tout mandat démocratique, de responsabilité juridique ou de légitimité internationale. Donc, clairement, c'est un problème. Donc,
Je dirais que parfois on a l'impression que les menaces de droits de douane, de sanctions économiques, de boycott ont poussé certains pays. Mais où est la solidarité, n'est-ce pas? Donc je pense qu'il faut qu'on travaille plus vite, qu'on montre les choses. Il y a toujours des alternatives. Je dis pas que, vous savez, je pense qu'il est aussi important pour nous de mettre de côté le jugement. D'une certaine manière, quand nous interagissons les uns avec les autres, quand nous essayons de créer un réseau de solidarité. Cependant, parallèlement à tout cela, il est absolument nécessaire que nous nous attaquions également aux difficultés extrêmement importantes et préoccupantes qui découlent de manière tout à fait claire de cette initiative. Et je pense que, de manière tout à fait globale, nous avons sollicité les États qui ont participé afin qu'ils puissent réévaluer très attentivement la pertinence de cette décision. Puis, je pense qu'il est juste de dire, et pardonnez-moi de le dire, mais vous êtes l'une des rares personnalités politiques musulmanes, des rares responsables musulmans qui citent très ouvertement son éthique islamique comme l'une des motivations, si ce n'est la motivation principale, derrière une démarche politique. Et je trouve cela, vous savez, je trouve cela vraiment, vraiment sincèrement inspirant d'une certaine manière. Parce que bien souvent, même les musulmans pratiquants, lorsqu'ils entrent en politique, estiment devoir adopter une approche machiavélique de la politique. Et souvent, ils mettent de côté leur islam et leur éthique islamique. J'ai entendu à plusieurs reprises que vous faisiez référence au concept islamique de maqasid. Pouvez-vous expliquer ce qu'est le maqasid et pourquoi cela sous-tend votre conception de la politique et la manière dont vous vous comportez au quotidien dans votre fonction? Le maqasid est un concept très populaire en Malaisie. Je pense que le Cheikh Drive, Jassir Aouda, est influent non seulement en Malaisie, mais il a aussi influencé les politiques en Indonésie. Il a également été basé au Brunei et à Singapour et il a effectivement pris la parole dans certains enregistrements sous l'égide du bureau du Mufti à Singapour. Donc, alhamdulillah, vous savez, je pense que le fait d'échanger avec de telles sommités, Allah yarham Sheikh Youssef Al-Qaradawi, vous savez, il a reçu le prix Mar al-Hijra en 2008, si je ne me trompe pas. Donc, en grandissant, j'ai eu cette opportunité rare. Pour moi, l'engagement, bien sûr, l'un des livres que j'ai lu avant de m'engager activement en politique était Fiqh Jihad. Donc, je pense que pour être juste, c'est aussi ma communauté, non? J'ai tellement de chance, alhamdoulilah, d'avoir eu ce genre d'échange et d'exposition à ces merveilleux savants. Et pourquoi la maqasid charia est-elle importante? Parce que la maqasid, ce sont les objectifs supérieurs de la charia. Et souvenez-vous des premières pages du livre de Jassir Aouda où il cite Ibn Qayyim en disant que la charia c'est avant tout la justice, la miséricorde, la sagesse et l'intérêt public. Et toute règle qui nous conduit vers l'injustice ne peut pas être la charia, n'est-ce pas? Et je pense que cela nous aide à comprendre que la foi, vous savez, elle peut évoluer en fonction de... Je dois être très prudent en disant cela. Qu'est-ce que Shri Jastri Ardan Warte? Parce que, vous savez, d'une certaine manière, à travers l'histoire, on peut se tromper, on peut avoir raison, mais on est toujours guidé par la religion et le Coran, et bien sûr la sunna prophétique. Donc je pense que... Je ne sais pas, la foi m'a sauvé, vous voyez, ma religion m'a sauvé dans les moments les plus sombres, c'est tout, non? Donc c'est juste quelque chose vers lequel on revient sans cesse, et... C'est juste que je me souviens du docteur. Tahir White est venu en Malaisie, il nous a pris la parole, il nous a accompagnés lors de notre Umrah et il est venu s'exprimer à la résidence du Premier ministre. Et il disait, vous savez, vous lui avez demandé « Pourquoi êtes-vous si confiant ?» Et a-t-il dit « Parce que j'ai accès à la vérité. Louange à Dieu, la religion !» Cette confiance ne repose donc pas uniquement sur vous, mais sur votre égocentrisme de soi, mais elle vient en réalité du fait que vous avez accès à la vérité. Maintenant, le défi, bien sûr, c'est la hikmah. Comment utiliser la sagesse pour dialoguer avec les autres? Et vous savez, nous avons nous avons en quelque sorte créé, et moi, vous savez, j'ai participé à la fondation d'un parti multiracial. Et le principe directeur, c'était vraiment Al-Hujurat. D'une certaine manière, il faut s'assurer de s'engager et l'Ita'arafu devient en quelque sorte cette boussole morale qui guide la façon dont on interagit avec les autres. Mais c'est pas facile.
Donc je suppose que, vous savez, je dois remercier le fait d'être malaisien. Parfois, au bout du compte, cet espace vous donne la capacité d'exprimer ces choses-là. Mais non, nous ne sommes pas un produit inachevé. Il y a de besoin. Peut-être qu'il y a une marge de progression dans notre relation avec les non-musulmans, dans la capacité à les écouter, à s'engager avec eux et à comprendre ce qu'ils ressentent en tant que minorité. C'est donc un processus continu et il faut faire preuve d'une bonne dose d'empathie. Mais les Maqasid fournissent le cadre, n'est-ce pas? Parce que l'on comprend ses objectifs, la préservation de la vie, la préservation de la foi avant tout, la préservation de la famille et de la richesse de la société. Donc ces éléments, je pense, fournissent vraiment le cadre sur lequel nous nous appuyons et sur lequel nous élaborons nos politiques. Parfois, bien sûr, les gouvernements stoppent. C'est la norme et il faut aussi faire sa part en apportant une critique constructive. Je viens souvent de l'Occident, je viens de Grande-Bretagne, et comme tu le sais, chaque fois que l'islam et la politique sont évoqués par un journal occidental, c'est généralement de façon horrible, tu vois. Et parfois, souvent, on utilise des exemples, des aberrations. Oui, comme Daesh. Et l'État islamique, Al-Qaïda, peu importe, ces exemples sont utilisés pour illustrer le défi qui existe, ou les problèmes, ou les extrêmes qui surviennent quand on mélange la religion et la politique. D'après ce que j'entends de votre part, il existe une autre manière pour les politiciens musulmans d'interagir avec l'islam. Comme pourriez-vous dissiper cette crainte que certains occidentaux peuvent ressentir en entendant un politicien musulman comme vous citer l'islam aussi facilement? Pour être honnête, je pense que ça va être très difficile. Tu sais, je suis toujours impressionnée par la force de communication, tu vois, la façon dont vous communiquez si efficacement les musulmans en Occident. Mais cela vient aussi du fait qu'il faut surmonter tellement de préjugés, il faut dépasser tant d'islamophobie. Je veux dire, je n'arrive pas à imaginer ce que ce serait de devoir affronter l'ICE si je vivais en Amérique en tant que musulman. Donc pour moi, subhanallah, tu sais, parfois nous avons tous nos propres parcours et défis. Et l'une des choses qui m'aide beaucoup, c'est la longue trajectoire de l'histoire, qu'on prenne notre histoire. Et cela signifie qu'il faut creuser en profondeur. T'as mentionné Daesh, t'as mentionné Al-Qaïda. Maintenant, il faut en fait mettre en lumière ou comprendre les liens entre certains appareils sécuritaires du Nord global et le fait qu'ils ont renforcé ces groupes. Et Mahmoud Mamdani, son livre Good Muslim versus Bad Muslim, m'a été d'une grande aide. Et j'ai eu le sentiment que si encore plus d'entre nous comprenaient non seulement ces liens, ou même des documentaires comme The Power of Nightmares. Ah, celui-là était vraiment excellent. Tu sais, mais... Mark Curtis, je crois que c'était lui. Oui, Mark Curtis. Je veux dire, j'arrive un peu après la bataille. Donc, je cite toujours, tu sais, Tariq Ali, Eduardo Galeano, je veux dire, Ijaz Ahmed. C'est tellement important de comprendre dans quel monde on vit. Cette construction post-coloniale qui affaiblit vraiment notre capacité à même définir les concepts islamiques qui nous sont pourtant si précieux. On vit selon n'importe quelle définition ou cadre que, tu sais, les anciens colonisateurs décident de nous imposer. Donc, quand le cheikh Jassir dit qu'il faut d'abord et avant tout comprendre la différence entre le concept d'adoration, c'est-à-dire ibada, et ibadat, la pratique concrète de l'adoration. Parce qu'adorer Allah signifie peut-être qu'il faut bouleverser la façon dont les choses sont faites, et ça va prendre du temps. Mais je pense que la première étape, c'est d'apprécier. Et de comprendre qu'il y a plus que ce que l'on voit. Et bien sûr, la crise de l'éducation n'est pas une petite affaire. La crise touche beaucoup de pays à majorité musulmane. La crise touche beaucoup de pays du Moyen-Orient. Et je dis cela dans l'optique que si l'on veut élever la compréhension, avant tout, il faut aborder les questions d'éducation et d'accès à cette information. Et la vérité est quelque chose que nous devons connaître. Pour mettre à niveau,
Il est absolument essentiel d'aller encore bien plus loin dans nos efforts actuels et de s'investir de manière beaucoup plus significative afin d'obtenir des résultats qui soient véritablement à la hauteur de nos espérances les plus ambitieuses pour l'avenir. Nous devons impérativement chercher à approfondir chaque aspect de notre travail quotidien en veillant à ne négliger aucun détail important, tout en gardant à l'esprit que chaque intervention supplémentaire compte énormément pour progresser davantage vers notre objectif final commun. Tout ceci peut tout à fait être remis en question aujourd'hui. Il est possible que la loi politique soit utile, et comme il se peut qu'elle ne soit pas adaptée dans ce contexte. L'organisation caritative des United Charities ne s'intéresse absolument pas à la possibilité de cette simple préférence personnelle. En travaillant main dans la main, nous sommes tout à fait capables d'y arriver ensemble. Laissez votre compassion devenir une source d'espoir et de réconfort partout dans le monde. Nous espérons vous accueillir. Jeûner, prier, partager. Alhamdulillah. Info et dons sur btml.us/thinking muslim. Nuriza, j'étais dans un taxi à Kuala Lumpur et ma conductrice était une femme hindoue. Non. Et j'ai commencé à lui demander comment elle trouvait la Malaisie et, tu sais, Kuala Lumpur. Et elle y allait, elle a vraiment eu des choses positives à dire sur le pays. Et ce qui m'a frappé, c'est ce qu'elle a dit. Écoutez, je suis hindou, mais c'est un pays à majorité musulmane. Mais je me sens très à l'aise ici. Je vois pas. Je vois aucune contradiction entre le fait de pratiquer ma foi et de vivre dans un pays à majorité musulmane. À l'heure actuelle, je pense qu'environ 40% de la population malaisienne est non musulmane. Peut-être que je me trompe sur ce chiffre. C'est Moi maintenant. moins. Que ça? Oui, mais les musulmans représentent environ 70% maintenant. 70%, c'est exact. Vous avez donc encore un nombre important de non-musulmans. Alors comment ça marche? Car encore une fois, certains craignent en Occident que s'il existe un pays à majorité musulmane avec une forte éthique islamique, les non-musulmans soient traités injustement. Cette dame a fait l'éloge de son traitement. Comment ça se fait-il? Comment ça fonctionne de ton point de vue là où t'es? Eh bien, alhamdulillah, je suis vraiment content parce que j'ai travaillé sur la campagne. Nous travaillons sous couverture avec le ministre des Ressources humaines de l'époque en essayant d'obtenir des retours des chauffeurs de VTC, tu sais, les chauffeurs de taxi. Mais plus encore que de travailler dans l'économie de plateforme en dépendant de ça. Comment ça s'appelle déjà? Tu sais, l'autorité, c'est l'application, non? Un panoptique qui peut en gros les contrôler et les virer quand bon leur semble. Donc cela a vraiment permis de leur donner plus de droits de négociation, une meilleure rémunération à l'heure et bien sûr d'être considérés comme des travailleurs dépendants. Parce qu'on ne peut pas ignorer leur bien-être quand ils conduisent et qu'ils travaillent. Et bien sûr, le temps d'attente. Donc alhamdoulilah, je suis content d'entendre ça. Mais bien sûr, tu sais, il y a des défis auxquels sont confrontés les différents segments. Nous étions justement en train de parler du placement dans les universités. Donc, bien sûr, il faut toujours s'engager et trouver des espaces pour qu'ils puissent en profiter, pour que tout le monde puisse bénéficier de la mobilité socio-économique. Or, la domination coloniale britannique, en réalité, ne l'a pas fait. Ils n'ont pas seulement introduit une catégorisation ethnique, mais ont activement construit un cadre de gouvernance à travers des mécanismes juridiques et autres pour renforcer leur emprise existante sur la population. Nous avons donc dû travailler très dur pendant des décennies, non seulement pour éradiquer la pauvreté, mais aussi pour éliminer la mainmise étrangère sur la bourse fondée sur la possession d'actifs. Je pense donc qu'à cause de cela, qu'on le veuille ou non, il y a un certain sentiment. Il y a encore beaucoup à faire pour entretenir cette relation entre les différentes communautés. Et bien sûr, le fait est que, même moi je dirais, certaines constructions d'agences religieuses là, où certains diraient que c'est possible. Paternalistes, et bien sûr, des initiatives sont en cours pour changer cela. Mais c'est aussi à cause de cela que la colonisation s'est enracinée et a en quelque sorte délimité l'islam comme une simple pratique de culte, ibadat, par opposition à ibada et shayazé. Oda en parle.
Car l'invasion ne se limitait pas au pillage, aux violences physiques et à l'oppression, elle s'accompagnait aussi d'une oppression intellectuelle. L'invasion intellectuelle est donc un phénomène dont nous devons être conscients. Mais alhamdoulilah, je pense que dans le cadre de Madani, lorsque le Premier ministre a proposé ce concept, j'avais 16 ans. La société civile. C'est ça. Et maintenant, lorsqu'il est entré en fonction, il a lancé le concept de Malaysia Madani, qui s'inspire vraiment Médine, et du fait que la première constitution écrite visait à unir et à gouverner différents groupes, les juifs, les musulmans. Et j'ai ressenti que c'était une fusion de la société, n'est-ce pas? Mais fondée sur la justice, sur l'équité. Et j'espère que nous pourrons tendre vers cela. Et la volonté d'écouter, la volonté de s'engager, la volonté même de parler et d'avoir des conversations, comme tu l'as fait avec notre chauffeur de taxi, c'est important. Je veux dire, ici au Qatar, j'ai eu beaucoup de conversations. Vraiment? Des Pakistanais, des Sri Lankais, et c'est agréable parce qu'on voit qu'ils apprécient que le Qatar reste fidèle à ses valeurs, n'est-ce pas? Et je pense que c'est très valorisant si l'on célèbre un peu qui nous sommes. En termes d'identité, Bien sûr. mais en examinant attentivement la manière dont cela s'articule et bien se mettre en relation avec les objectifs fondamentaux et supérieurs de la charia. Alors, Nuriza, alors que l'ordre mondial évolue vers la multipolarité, on reparle beaucoup des valeurs asiatiques. Je veux dire, penses-tu que ces valeurs soient complémentaires à notre tradition éthique islamique? Ou bien existe-t-il de véritables points de tension philosophique entre, par exemple, les valeurs japonaises, les valeurs chinoises et nos valeurs islamiques? Il y a deux choses que je voudrais mentionner ici. Je pense que la première serait une négligence de notre part de ne pas aborder le fait qu'il existe des valeurs occidentales libérales qui, soi-disant, parler des droits de l'homme, de l'individualisme, s'assurer que chaque personne est respectée, blablabla, c'est plutôt hypocrite. Et je pense que cela a pris un coup après le génocide en cours à Gaza, la différence de traitement entre l'Ukraine et bien sûr la Palestine. Et cela a aussi mis en lumière que toutes ces soi-disant différences que nous avons, eh bien c'est vraiment ce qui est le plus important, c'est d'agir en fonction de ses convictions et des valeurs que l'on défend. Le premier point que j'ai soulevé, donc, et le deuxième point, c'est que quand on parle des valeurs asiatiques, vous savez, il est très important d'aller plus en profondeur. Et dans les annales malaises, il y a un conte populaire qui est illustré à travers une conversation entre un souverain et son sujet. Et j'ai toujours aimé cette histoire parce que, d'abord, elle reconnaît que le souverain est l'état divin. Après l'arrivée de l'islam en Asie du Sud-Est et en Malaisie, en Malaya à l'époque, vous savez, se soumettre à Dieu. Le pouvoir divin, vous savez, réside en Dieu. Mujalla. Deuxièmement, même le roi doit honorer ses sujets en ne les humiliant pas. Ne pas humilier les sujets. Et tant que cette règle est respectée, la loyauté est bien entendu accordée au souverain. C'est pourquoi, lorsque l'on parle de valeurs asiatiques, je pense que cela fait aussi partie intégrante des critiques formulées par l'Occident. Bien sûr, il y a des défis, dans tout sauf faire. Siddiq Fadil Alaya Hambrey. Siddiq Fadil est le pionnier et fondateur d'ABIM, un mouvement islamique de jeunesse en Malaisie. Et il a écrit cette thèse profonde sur l'islam et les Malais. Et il montre comment, par la persuasion, par les routes commerciales, l'islam a en fait été adopté par les communautés, tout en prenant en compte certaines pratiques culturelles issues de l'hindouisme et des éléments bouddhistes. Mais dans l'ensemble, cela s'est fait de manière pacifique, non? Et je pense que c'est quelque chose qui me fait apprécier ce que cela signifie d'être asiatique. Et le fait que, tu sais, dans notre région, nous avons la nation musulmane la plus peuplée du monde.
Et comment coexister avec les autres dans la paix, comme l'islam nous l'enseigne, au lieu de, tu sais, cette avalanche de versions définies de l'islam auxquelles on est censé adhérer. Répondre, réagir et ainsi de suite. C'est pour ça que ce serait ma réponse. Je pense qu'il faut être très prudent quand on essaye de trouver des contradictions, lorsque, au contraire, on devrait chercher les points communs et les espaces où la coexistence se vit au quotidien. Le Japon, d'ailleurs, s'est même concentré beaucoup sur la création d'espaces de prière pour ses touristes musulmans. Donc si vous vous rendez sur place et que vous cherchez activement un endroit calme pour prier, je pense sincèrement qu'il est nettement plus simple et accessible de le faire là-bas qu'en Europe. C'est précisément pour cette raison que je pense que nous devons prendre le temps de saluer et de célébrer ces petites victoires du quotidien, tout en encourageant vraiment ce niveau d'ouverture d'esprit. Et il faut aussi valoriser la création de nouveaux espaces dédiés à la diversité culturelle. J'en ai vu certains sur Instagram et les réseaux sociaux. On voit parfois des extraits des débats au Parlement, et le Parlement malaisien peut parfois être assez agité, disons-le. Ouais, et ça soulève la question, tu sais, la politique c'est un sport bruyant, non? C'est un endroit généralement très masculin, très macho, et souvent les gens font des compromis, des valeurs très pieuses et fermement ancrées au service de la quête du pouvoir. Alors, dans ce couloir politique, où t'es plongé dans cette atmosphère de pouvoir et d'égotisme, comment quelqu'un comme toi parvient-il à rester cohérent avec l'islam? Et quels sont les types de compromis et les lignes rouges morales dont il faut avoir conscience quand on poursuit le pouvoir? Je pense que les histoires et les récits concernant les califes bien guidés sont un rappel salutaire. Ça devient très précaire, difficile et sombre. Oui. Et c'est dans ces moments-là que tu t'appuies sur ta foi, sur ta compréhension de ce pourquoi on fait tout ça. C'est pour les maqasid charia. C'est pour les objectifs supérieurs. C'est pour persévérer, peu importe l'obscurité. J'ai servi au Parlement pendant 3 mandats. Alhamdoulilah, j'ai été vraiment chanceux. J'ai eu des gens qui croyaient en moi, qui ont décidé de voter et de me permettre de les représenter au Parlement. Et en 2022, je n'ai pas été élue dans ma circonscription. Et subhanallah, c'était vraiment de la hikna. Je me souviens que ma fille me disait « Oh maman, ne t'en fais pas. Tu sais, c'est comme un contrat de travail. Ça dure 5 ans. Parfois, tu ne l'obtiens tout simplement pas. » Et ça m'a permis d'approfondir encore plus mon travail sur les politiques publiques. Et tu sais, la dernière année, en 2021, avant les élections, au plus fort du Covid, je n'y arrivais tout simplement pas. Je n'arrivais pas à geler. J'ai dû avancer et lancer cette étude sur l'indice de pauvreté multidimensionnel parce que je sentais qu'on avait du mal, tu vois. On était confinés, mais on était relativement à l'aise parce qu'on pouvait accéder à la nourriture et que nos enfants pouvaient suivre l'école grâce à leurs appareils numériques. Mais qu'en est-il de ceux qui vivent dans les zones rurales, qui sont vraiment, tu sais, dans la catégorie des bas revenus ? Et c'est comme dans son al-nafs, le fait qu'il soit privé, pas seulement, tu sais, de faire face à la pauvreté. En ce qui concerne l'éducation, et ça, c'est du contenu intellectuel, tu vois, en quelque sorte. Et alhamdoulilah, on a réussi à rassembler un groupe d'enquêteurs, encore une fois, guidés par les maqasid, en se disant qu'il devait y avoir un moyen de mesurer, d'aborder, de s'engager et de faire mieux. Et le professeur docteur Fatima Kari, qui est une ancienne experte de la pauvreté en Malaisie, a dirigé cette étude. Et c'était probablement l'une des petites études modestes qui a saisi l'impact du Covid sur la pauvreté, sur les types de privation. Et il y avait 110 pays sous l'OFI et aucun d'entre eux n'a pris en compte le Covid. Ce que j'essaye de t'expliquer par là, c'est que ton temps est malheureusement compté. Tu peux pas laisser cette quête de perfection devenir l'ennemi du bien.
Il y a toujours de la place pour faire le bien. Même si c'est vraiment petit et que parfois c'est très difficile parce qu'on voudrait faire tellement plus, mais je pense que c'est pour ça. Tu sais que Dieu jugera et prendra en compte chaque bonne action que tu fais et ne la laissera pas se perdre. C'est comme ça que je le vois. Et je pense que dans un monde rempli de narcissisme, parce que c'est réel, et ce n'est pas seulement Trump, c'est aussi, peu importe où t'es, tu y seras confronté. Des personnes qui sont guidées uniquement par la force de l'écosystème dans lequel nous vivons, par la recherche de la richesse matérielle, par leurs propres besoins de validation extérieure. Et subhanallah, il faut préparer une équipe solide, mais aussi intérieurement, il faut préparer ses boucliers, que ce soit en comprenant la religion, en veillant à ce que ta connexion avec Allah ne soit pas perturbée, alors qu'il en soit ainsi. Mais ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère, et ce serait ma réponse. Nuriza, je veux dire, je pense qu'on a eu une conversation vraiment fascinante aujourd'hui. Je voudrais aborder une question concernant la participation des femmes en politique de manière générale, parce que, bien sûr, on ne voit pas beaucoup de femmes musulmanes dans le monde entier qui participent activement à la politique, qui essayent de se présenter aux élections, et c'est en partie parce que Elles, quant à elles, font preuve d'intelligence. T'as dit oui, je veux dire que c'est peut-être parce que c'est un monde très masculin, et c'est certain, beaucoup de femmes sont rebutées par cela. Mais il y a aussi certaines objections que certaines personnes soulèvent d'un point de vue islamique ou musulman. Tu sais, certains pensent que les femmes ne devraient pas être impliquées en politique. Comment navigues-tu à travers ces vraies tensions et ces remarques que les gens font, probablement au quotidien, à ton sujet et sur le fait d'être impliqué en politique? je pense qu'Asia First a toujours été plutôt accueillant. C'est assez courant si l'on regarde les différents leaders qui ont émergé. Mais même à travers l'histoire islamique, depuis, tu sais, de la mère Khadija à Soumaya, les femmes ont en réalité joué des rôles fondamentaux. Les premières à soutenir le prophète et à embrasser l'islam, la première martyre de l'histoire islamique, et bien sûr la bataille de Jamal, où Saïda Aïcha a également mené la campagne. Je pense qu'on ne met pas vraiment ces histoires en avant. On les banalise pas parce que, encore une fois, il faut qu'on réagisse quand certaines inexactitudes sont soulevées. Vraiment. Deuxièmement, je veux le mentionner, j'ai été tellement inspirée par le livre Muhaddisat du cheikh Akram Nadoui parce que je ne savais même pas que ça existait, jusqu'à ce que le gouvernement de l'État de Selangor décide de traduire et nous avons maintenant le premier volume en bahasa malais. Et devinez qui ils ont invité à le lancer? Bien à vous, et j'étais vraiment gênée de ne pas pouvoir parler arabe, alors voilà ma prochaine mission. Mais le fait est que... Parler du livre d'Akram Nadoui. Oui, c'était... Donc, Muhadissa est né à l'époque où le cheikh Akram Nadoui a remporté Fine Day, je crois, à East London. Là où j'habite? Ouais. Vous savez, il y a toujours cette critique habituelle selon laquelle l'islam ne soutient pas les femmes, qu'il est vraiment rétrograde dans la promotion ou la défense des droits des femmes. Et c'est comme s'il allait se lancer dans cette mission, ce voyage, un périple de 15 ans. Il s'agissait en gros de découvrir ce que faisaient les femmes tout au long de l'histoire islamique. Et c'est ainsi qu'il a mis au jour, au moins, oui, parce qu'il en aurait trouvé encore plus. Mais ensuite, Allah yarham Cheikh Rasoul Qaradawi a dit « Va et publie-le maintenant », parce qu'il l'a dit dans son discours. Et c'est ce qui s'est passé. Et il a publié 10 000 noms de femmes rapportant les hadiths, qui étaient aussi des juristes, qui enseignaient aussi bien aux hommes qu'aux femmes. À un moment donné, il y avait 667 participants. Et vous savez, certaines étaient même bien plus intelligentes que leur mari. Et cela a aussi été consigné. Et c'était tellement inspirant que je me suis dit que c'était un vrai problème, non? Parce qu'en fait, on nous raconte pas vraiment notre propre histoire. Donc bien sûr, aujourd'hui, on est censé faire partie de la société. On est censé aussi apporter sa contribution. Et on sait aussi que, pour moi, je suppose que j'ai de la chance parce que j'ai eu des modèles à suivre. Donc, dans mon parti, nous avions une présidente.
Elle était vice-première ministre, la première femme à occuper ce poste en Malaisie. Et pendant son mandat, elle a en fait introduit une politique qui protégeait la lignée. C'est ALNAL. Et il s'agit, par exemple, d'introduire des politiques comme Assuri qui respectent et valorisent le travail domestique des femmes au foyer. Et en gros, faire en sorte que leur mari leur apporte un certain soutien lorsqu'elles seront âgées, mais aussi que l'État, le gouvernement, complète cette contribution. Et cela a concerné les femmes au foyer partout en Malaisie. Donc pour moi, il faut qu'on trouve comment traduire la politique en actions concrètes. Maintenant, la dernière chose que je dirais, c'est qu'évidemment, on ne peut pas considérer le temps comme acquis. Chaque opportunité doit être maximisée si vous ne réfléchissez pas stratégiquement à la façon de combiner les 3 cercles concentriques. C'est une idée de Jay Donajou, l'un des professeurs, je crois, qui enseigne le leadership. Premièrement, cela doit être politiquement faisable, car les politiciens ne vont pas mettre en œuvre quelque chose qui ne leur sera pas bénéfique, n'est-ce pas? Mais cela doit aussi être techniquement solide, car sinon on se retrouve avec des mesures prises à l'aveugle par n'importe quel politicien. Et troisièmement, la mise en œuvre organisationnelle. Alors comment s'assurer de gagner, n'est-ce pas? Et voici. Il faut tenir compte du contexte politique, puis s'agisse de fonctionnaires, de différentes agences ou de la situation actuelle. Et pas seulement pour viser le maslaha, le bénéfice de la communauté, mais aussi pour comprendre qu'il y aura un élément shura à cela. On peut donc pas tout dicter et s'attendre à ce que les gens obéissent sans les convaincre des avantages d'une action particulière. Mais j'espère qu'à travers les muhadisat, à travers notre engagement, à travers notre compréhension que, vous savez, nous sommes tous des glorificateurs de Dieu, hommes comme femmes. Ouais. Et nous sommes jugés selon le degré de piété que nous avons, notre iman. Donc il y a certainement un rôle à jouer. Et il ne s'agit pas de dire que tout le monde doit choisir une carrière. Je pense que l'essentiel, c'est de valoriser cet espace pour qu'ils puissent décider eux-mêmes. Ouais. Mais il faut aussi comprendre, bien sûr, qu'il y a, en termes de lien maternel, une connexion particulière. Je dirais que le moment le plus significatif de ma vie, parmi les meilleurs, a été de donner naissance à mes enfants, n'est-ce pas? C'était tellement spirituel et je me suis sentie tellement reconnaissante qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'ait offert cette vie. Et je ressens que, tu sais, tu veux toujours qu'il ou elle soit une meilleure version de toi-même, guidée par la vraie voie. Et c'est pour ça que je pense que, tu vois, c'est ce lien dont tu ne peux pas te détacher en quelque sorte. Ça a vraiment été, ça a été tellement fascinant de parler avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre temps. Merci de m'avoir accueilli. Bonne chance. Merci, vivement. Ouais. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Vous êtes maintenant arrivé au terme de cette émission et le fait que vous soyez resté jusqu'à la toute fin me prouve que vous croyez vraiment en notre travail. Veuillez envisager de faire un don ponctuel ou de devenir membre en visitant thinkingmuslim.com/adhésion. Désormais, vos contributions vous donnent un accès exclusif aux coulisses ainsi que la possibilité de poser des questions à nos invités et de participer à des appels mensuels. Avec moi-même, mon équipe et nos invités comme Sami Andi. Jazakallah khair et gardez-nous dans vos doigts.